Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans PL Club, l'émission où l'on explore les champs du possible en Première Ligue. Salut Bruno. Salut, les champs des possibles en Première Ligue, c'est absolument intense et énorme. Effectivement, et on va préparer ensemble la 10e journée avec quelqu'un qui fait ses grands débuts aujourd'hui. Bienvenue Julien. Ma grande première. Oui. Je suis content d'être avec vous. Alors, impressionné? Oui, on va s'occuper de vous, soyez à l'aise, on revient rapidement. Et puis évidemment, Christian qui est retourné du côté, c'est pas une data room, hein, on précise, c'est une model room. C'est bien ça, Christian? Oui, je parcours le monde, là je suis dans ma caravane, mais je suis toujours là pour vous aider. Eh ben, c'est toujours avec un grand plaisir qu'on examine et qu'on analyse aussi les matchs du week-end, puisqu'on va préfacer les deux rencontres principales de ce week-end. Mais avant de se plonger vers la 10e journée, on va revoir ensemble les plus beaux buts du week-end précédent. C'était lors évidemment de la 9e journée. C'est parti. To do that is outstanding. What a goal. What a goal from Almiron. The ball by Skamaka for Bowen. Just got away from him, Skamaka. Venomous. One outpouring of joy and a fair amount of relief as well. Des buts 5 étoiles, on le voit, il y a des joueurs pour qui tout va bien. Par contre, il y a des managers pour qui tout va mal, puisqu'on a une troisième victime cette saison après Parker, après Tuchel. C'est Bruno Lage, le manager portugais de Wolverhampton, qui s'est fait virer le week-end dernier. Équipe insuffisante à beaucoup de niveaux. Elle n'arrive même plus à bien défendre et à ne plus encaisser. Elle marquait déjà difficilement. Je pense que c'est assez logique. Et une immense respiration aussi pour Leicester, hein, il faut quand même le reconnaître. Brendan Rodgers qui s'est sauvé sans doute lundi dans cette belle victoire face à Nottingham. Pour Bruno Lage, une question, c'est encore une fois, quel est l'impact d'un entraîneur? Qu'est-ce qui nous a apporté à la Première Ligue? J'ai vraiment du mal à répondre à cette question. Effectivement. Donc, il y a une place vacante du côté de Wolverhampton. Alors, on sait que c'est un club dirigé en grande partie par Jorge Mendes. Donc, est-ce que ce sera un manager portugais ou est-ce que ce sera tout simplement un client de Jorge Mendes? Christian, on parle beaucoup de Lopetegui qui, on va dire que ça tombe bien ou mal pour lui, s'est fait virer de l'équipe de Séville qu'il entraînait mercredi soir après un match de Ligue des Champions. Oui, le même profil un peu que Bruno Lage. Je ne sais pas si c'est comme ça que Mendes les recrute, mais Lopetegui a aussi l'habitude d'avoir un système défensif bien en place et de gagner beaucoup de matchs avec un but d'écart, souvent des partages aussi. Enfin, il a réalisé des belles choses ces dernières saisons avec Séville. Et là, comme tout système défensif en place qui ne s'est pas passé à un système offensif performant, à certains moments, ça s'essouffle et il a perdu sa place comme Bruno Lage. Mais on va voir s'il va pouvoir faire quelque chose de différent à Wolverhampton si c'est lui qui est choisi. Attendons, c'est pas encore officiel, mais ça pourrait l'être dans les prochaines heures. Alors on reste avec vous, Christian, pour faire le bilan après 9 journées. Et il y a évidemment deux joueurs qui crèvent l'écran. C'est le meilleur buteur, Erling Haaland, 14 buts, mais aussi le meilleur donneur d'assists, Kevin De Bruyne, parce qu'ils ont fait le spectacle dans cette incroyable victoire 6-3 dans le derby de Manchester. 22 buts d'efficacité à eux deux, c'est extraordinaire. Voilà, à ce moment-là de la journée, enfin de la saison, pardon, on se rend compte quand même qu'on n'est qu'à la 9e journée avec un match en moins. On n'a que 8 matchs en fait. Et pourtant, ils sont déjà largement en tête et on va les revoir souvent sur cette infographie pendant la saison. Quant au reste, on voit toujours que c'est compliqué de marquer et de gagner en déplacement avec seulement 18 matchs, 18 victoires en déplacement. C'est vraiment beaucoup moins que les saisons précédentes. Un mot sur cet extraterrestre d'Haaland qui a encore marqué 2 buts en plus en Ligue des Champions.
Si on extrapole sur la saison 14 buts en 8 matchs, si on continue dans cette moyenne, on sera à plus de 65 buts sur la saison. On rappelle que le record, c'est 32 buts avec un championnat à 20 équipes, c'est ça là. Donc 65 buts. Il va peut-être pas y arriver, mais il pourrait faire 40, 45, 50 et on serait là sur des bases extraordinaires. Oui, on comprend pourquoi Manchester City lui colle à chaque fois qu'il se déplace son propre physiothérapeute. Hein. Donc il peut rien lui arriver. Et il sera au repos pendant la Coupe du Monde. Ou en tout cas en préparation pour la deuxième moitié de la compétition. Écoutez, on ne va pas le répéter chaque week-end. C'est absolument insensé ce que réalise ce joueur-là. Évidemment, il y a aussi un Lewandowski dans le monde, mais on est là avec le meilleur attaquant du monde. Hein. Et on rappelle qu'il a, de mémoire, c'est 22 ans. Donc il n'est même pas encore arrivé à son meilleur potentiel. Et puis Kevin De Bruyne, voilà. 8 assists. Son record, c'est 20, à égalité avec Thierry Henry. De Bruyne dans le dos en plus, parce que voilà, il y en a des bons buteurs, mais qui sont servis comme lui l'est. Ça fait encore une fois quelque chose de différent. On peut imaginer que De Bruyne battre son record d'assists en Première Ligue cette saison. Avec un finisseur comme ça. Bien sûr. Exactement. Bon ben voilà, on les suivra encore évidemment le week-end prochain, mais on va commencer avec la première rencontre qui nous intéresse ce week-end, c'est celle de samedi à 18h30, c'est Brighton face à Tottenham. Brighton, c'est l'équipe surprise de ce début de championnat parce que parmi les 6 premiers, c'est la seule qui ne fait pas partie du légendaire Big Six. Ils sont 4e les Seagulls avec 14 points, c'est-à-dire 3 points de moins que Tottenham qui est quand même sur le podium malgré cette défaite, cette démolition entre guillemets dans le derby du nord de Londres. Alors Brighton, c'est quand même la bonne surprise et ça apporte un peu de fraîcheur au championnat. Oh oui, c'est une équipe très joueuse. Maintenant, Brighton, cette saison, c'est 9 joueurs qui ont plus de 90% de temps de jeu. Vous verrez ça nulle part ailleurs. Ouais. Et vous rajoutez encore Welbeck qui est juste en dessous des 90% de temps de jeu. Vous avez 10 joueurs qui forment un bloc. Après, on est à 30, de 30 à 5% de temps de jeu. Donc, il ne peut rien arriver à ce bloc de 11 joueurs, 10, 11 joueurs. Il ne peut rien leur arriver. Ils n'ont pas un noyau tellement étoffé. Donc, est-ce qu'ils vont tenir à ce rythme-là? C'est une vraie question. Mais ce qu'ils offrent aujourd'hui, magnifique. Ouais. Et puis un grand changement, le départ de Graham Potter, choisi par Chelsea, l'arrivée de Roberto De Zerbi. Ce jeune entraîneur italien, il a 43 ans, qu'on a connu du côté de Sassuolo, où il avait réussi à se faire une réputation, parti au Shakhtar, le championnat avait été annulé, donc il n'avait pas terminé la saison. Un petit mot, alors qu'on va peut-être découvrir aussi son parcours, un petit mot sur ce manager italien. Bon, il a réussi à amener Sassuolo dans le top 10, mais par contre, j'ai vu qu'en 3 saisons, il a encaissé 179 buts. Il a commencé le week-end dernier, 3-3 à Anfield, un match super spectaculaire. C'est un petit peu le modèle qu'on risque d'avoir avec lui, une équipe qui va marquer des buts parce qu'il est très offensif, mais qui va en encaisser beaucoup aussi. S'il encaisse beaucoup, il ne tiendra pas longtemps. Hein. Non. La Première Ligue ne vous permet pas des stats pareils. 4-4, 6-6, ça c'est peut-être en Eredivisie, c'est pas en Première Ligue. Hein. Non, effectivement. Il était dans la continuité lors du déplacement à Anfield du travail de Graham Potter. Bien sûr. Ça sans aucun doute. À rappeler quand même que cette équipe a l'habitude de faire des beaux coups face aux grandes équipes et malheureusement peut-être un petit peu moins. Je notais qu'ils avaient eu 11 défaites la saison dernière et des défaites notamment aller-retour face à Villa, face à Burnley, face à Everton qui la saison passée était quand même en deçà. Donc c'est une équipe qui aime bien jouer les grands matchs en fait. Mais c'est une équipe qui progresse. On va le voir dans quelques instants avec Christian. Je voudrais juste revenir peut-être sur le business model de cette équipe. Tony Bloom, même propriétaire évidemment que l'Union Saint-Gilloise. 3 joueurs partis cette saison. Cucurella, gros transfert. Et là, c'est vraiment une affaire en or pour eux. Bissouna et Maupay. Et Maupay. C'est quand même 3 joueurs importants. Et malgré ça, ils font encore mieux qu'en début de saison dernière. C'est le modèle, vous le dites. C'est un modèle qui est étudié, qui est préparé. Donc ils savent par quoi remplacer les joueurs et d'autres attendent leur tour. On pense à Undav, bien sûr. Oui, Undav qui n'a pas encore beaucoup joué. C'était bien Bissouma, pas Bissouna comme je l'ai cité. On va justement voir avec Christian ce qui a bien pu changer dans cette équipe. Alors c'est une équipe dont on parle beaucoup cette dernière saison. On parlait beaucoup de Graham Potter, mais on disait voilà, c'est une bonne équipe, mais qui est quand même souvent en difficulté devant le but adverse. On a senti en ce début de saison, Christian, un changement offensif et vous allez même peut-être jusqu'à dire un changement offensif radical. Oui, en effet, Serge, on va le voir de manière plus précise sur l'infographie. Voilà, on va d'abord commencer par la partie haute de l'infographie. Ça, c'est l'efficacité de plein jeu
par la latéralité. Donc on a vu qu'ils ont marqué 12 buts en passant par la gauche, 7 envers par l'axe et 10 par la droite, mais ça, c'est sur toute la saison 21-22. Or, lors de cette saison-ci, on le voit juste en dessous, on est déjà à 6 buts dans le passage par l'axe. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a cette alternative de passer par le centre et plus nécessairement de passer par les flancs. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que tout ce qui est rare et précieux, et passer par l'axe est beaucoup plus compliqué. Et si on devient efficace dans ce domaine-là, alors attention, offensivement, ils vont être très performants cette saison. Alors, est-ce que ce changement est aussi provoqué par la forme de Leandro Trossard ? C'est 5 buts déjà depuis le début de la saison, dont un triplé historique du côté d'Anfield. Est-ce que c'est la nouvelle approche qui fait que Trossard est plus efficace ou bien c'est un vase communicant ? Plus efficace, il est peut-être mieux servi, mais c'est un joueur avec un tel talent, si vous le laissez s'infiltrer, si vous lui laissez un peu d'espace, entre autres dans une équipe comme Liverpool qui défend relativement mal aujourd'hui. Bah écoutez, un joueur de cette classe-là, il vous plante 1, 2, voire 3 buts, c'est absolument exceptionnel. Parce qu'il a un réalisme incroyable. Leandro Trossard, dans une surface, vous lui donnez un ballon, c'est but. C'est vraiment fantastique, cette capacité. Et là encore, je mettrai quand même un petit coup de stabilo, parce que c'est face aux équipes du top. La saison dernière, il marque à Liverpool, à Arsenal, à Tottenham, face à United. Et par contre, on va dire que dans les matchs un petit peu moindres, il marque moins. Et puis alors, ce qui m'étonne toujours avec lui, c'est qu'il va marquer beaucoup dans une période et puis être un petit peu moins régulier. Alors, reste à savoir, est-ce que c'est un joueur qui joue en 10 ? Est-ce que c'est un finisseur ? Là aussi, son statut n'est pas très très clair. C'est pas pour rien qu'Arsenal et Chelsea ont jeté un petit regard. Oui, on sonde un peu. 27 ans. C'est le moment de faire encore quelque chose de grand. C'est un joueur est-ce qu'il a encore un peu de progression ? Je pense certainement qu'il y a encore une marge de progression, mais on arrive quand même à l'apothéose de sa carrière. Et Brighton parvient à valoriser ses joueurs et en récupérer en tout cas de beaux transferts. Alors Christian, justement avec Trossard, qu'est-ce que nous disent les chiffres ? 5 buts, 1 assist marqués cette saison et réussis cette saison. Ce que je trouve passionnant avec l'observation des qualités et du modèle d'un joueur, c'est que quand il était à Genk, il adorait venir d'un flanc, il avait cet appel de out vers in et il était très fort sur des tirs enroulés et il a marqué énormément de buts sur des tirs en rectangle. Il l'a fait au début quand il est arrivé à Brighton et maintenant on le voit sur l'infographie, il ajoute en fait des cordes à son arc parce qu'aujourd'hui il parvient à marquer entre je vais dire le petit rectangle et le point de penalty sur des face à face, donc ça veut dire qu'il parvient à déjouer le positionnement des défenses et se positionner dans le dos de la défense pour marquer en face à face. Et il est très présent, beaucoup plus présent devant le but. Et donc, c'est une magnifique évolution dans son modèle. Et j'espère qu'il va encore s'améliorer dans d'autres modèles. On va voir ces 5 buts, mais on l'a vu, c'est quasiment des buts de numéro 9 dans le modèle. Spécifié quand Christian dit de out vers in, pour ceux qui ne sont pas familiarisés à ce langage-là, c'est partir de l'extérieur du flanc pour rentrer à l'intérieur du jeu. C'est important. Oui, c'est un vrai finisseur. Et ça n'a pas besoin d'être facile pour lui, pour marquer des buts. Il peut faire des choses très très compliquées. Je dis toujours, lui, j'ai l'impression, quand il est dans la surface, il cadre au minimum. Vous ne le voyez jamais rater des grosses occasions et je me répète, mais c'est toujours but à l'arrivée. Mais la question elle est centrale, c'est quel est son poste finalement ? Est-ce que c'est un vrai neuf ou bien, parce que si, comme on en entend parler peut-être pour les Diables Rouges, c'est un joueur qui distribue quand même très peu de passes décisives. Et ça, si on en fait un copier-coller à Eden Hazard, comme on l'entend maintenant de temps en temps, en termes de passes décisives, c'est quand même un peu faiblard. Maintenant, ces stats générales, 23 buts en 107 rencontres de Première Ligue, c'est quand même un gros chiffre. C'est exceptionnel. Ouais, effectivement. Et je vous dis que dans des affiches, top affiches. Donc, et c'est le premier à marquer un triplé à Anfield Road chez les équipes qui se déplacent évidemment depuis quand même 13 ans, depuis 2009, les années Stars-Chavin avec 4 buts. On a vu aussi 3 buts du pied gauche alors qu'il est droitier, même si on peut dire qu'il est aussi bon d'un pied que de l'autre. Est-ce que justement avec Trossard, on voit qu'il y a quelques face-à-face dans ce paramètre-là, ça s'est aussi amélioré du côté de Brighton, Christian? Effectivement, Serge, il n'est pas pour rien. C'est ça, en fait, dans un système collectif et dans un modèle collectif, quand il y a un joueur qui vient avec son modèle et qui améliore les statistiques générales, on le voit. Sur toute la saison dernière, Brighton avait marqué 3 buts sur face-à-face. Alors, je ne sais pas, c'est 38 matchs, 3 buts. On est à 8 matchs ou 9 matchs.
Ils ont déjà marqué 4 buts sur face-à-face, dont 3 grâce à Trossard. Donc c'est une arme supplémentaire, ça correspond exactement à ce qu'on a vu avec le passage par l'axe. C'est vraiment quelque chose d'important. Comme je disais, c'est rare et précieux. Et donc, de cette manière-là, ils vont pouvoir surprendre beaucoup d'équipes qui sont bien en place. Et pourtant, on l'a dit, Brighton a laissé partir Maupay, Neil Maupay, qui était le numéro 9 depuis maintenant quelques saisons. Sur lequel l'équipe offensivement se reposait tout le temps. Il était pratiquement le seul buteur avec environ 8, 9, 10 réalisations par saison. Là, en 2022, il s'est un peu éteint. Il avait marqué beaucoup jusqu'à la fin 2021. Il s'est éteint. Et il y avait beaucoup de buts qui venaient aussi suite à des centres. Donc on l'a vu, il y avait ce passage par les flancs. Là, ici, il n'est pas là. Donc il va falloir un peu modifier le système. On le voit, puisqu'il décide de passer par l'axe et que le rôle de Trossard est différent, il va pouvoir se positionner différemment. Et donc, on va voir comment est-ce qu'ils vont effacer complètement l'ère Maupay. Maupay remplaçait Bruno par Danny Welbeck. Et je me souviens, dans un commentaire début de saison, vous disiez qu'il avait donné l'impression d'avoir 10 ans de moins. Parce qu'il avait l'air en forme. Ça se confirme. Ouais, ça se confirme par son temps de jeu, ça se confirme par la manière. Vous savez, on le dit souvent, c'est dans la tête, les joueurs de foot, mais un joueur heureux et certainement un joueur offensif, ça change la donne. Un joueur offensif, il faut qu'il sente qu'il ait confiance. Il peut, vous savez, marquer un but décisif à la 95e pour un attaquant, il faut encore être sur la pelouse à la 95e pour le faire. Hein, parce que si vous êtes impatient en tant que coach et que votre buteur traverse une crise, que vous le sortez régulièrement à la 80e, 75e, il va s'effondrer progressivement. C'est ce qui est arrivé à Welbeck. Et aujourd'hui, on a un joueur qui se bat, qui travaille en perte de balle. C'est capital pour la confiance aussi. Effectivement, il y a d'autres joueurs en forme comme Gross avec 3 buts et McAllister qui en a marqué 4. Donc cette équipe de Brighton est vraiment dans une bonne dynamique. Ce sera confirmé avec Roberto De Zerbi. Mais on le dit toujours, il y a toujours cette période de transition où on garde toujours les valeurs de l'ancien manager. Et comme ça se passait bien, on peut attendre un Brighton encore efficace. Et c'est peut-être facile à dire parce qu'on est en Première Ligue, mais vous avez des bons footballeurs là. Ouais. Ce sont des joueurs dangereux. Mais je trouve quand même qu'il menait 0-2 à Anfield. Il y a quand même une gestion de match qui n'a pas été assez suffisante. Ils sont menés 3-2, ils vont quand même chercher un point. On est d'accord. Il y a du bon et mais du... Bruno l'a souligné, face à Liverpool actuel, je pense qu'ils auraient même pu partir avec 3 points si ce match a été mieux géré. C'était une première rencontre avec De Zerbi aussi, donc voilà, peut-être que tout ça s'explique. On passe maintenant à Tottenham, cette équipe qui a perdu pour la première fois de la saison le week-end dernier, défaite 3-1 dans le derby du nord de Londres. On ne va pas tout jeter, évidemment, mais ça fait mal quand même cette défaite. Et on a vu les carences de cette équipe de Tottenham. On avait parlé dans la préface, dans le dernier PL Club, du fait qu'il devait être bon en reconversion offensive, sur phase arrêtée ou sur des frappes de loin. Bon, on a vu un penalty, mais à part ça, on n'a pas vu grand-chose. Oui, mais on a vu une très jolie équipe d'Arsenal. On en avait parlé dans PL Club ici le jeudi. Vous avez un gardien, Ramsdale, qui fait un arrêt décisif à 0-0. Pour le même prix, ça change complètement la donne de la rencontre. Donc, c'était un adversaire redoutable, les Gunners. Ça va être très, très compliqué d'aller chercher des points là à l'Emirates. On a l'impression qu'on est revenu dans un temps ancien. Là, ouais. Pour revenir sur Tottenham, moi j'ai un sentiment là, qui m'a gêné dans ce match, c'est que j'ai trouvé un Tottenham sans personnalité, sans idée presque finalement. Alors effectivement, c'est peut-être à cause d'Arsenal qui ne les a pas laissés mettre quoi que ce soit en place, mais je trouve que c'est récurrent, souvent en déplacement, cette équipe de Tottenham a du mal à dégager en fait la puissance qu'ils ont à domicile, où là on voit vraiment ce qui est mis en place. En déplacement, c'est un peu plus compliqué. Dans ce match-là, j'ai vraiment le sentiment qu'ils n'ont pas finalement voulu faire ce qu'ils avaient comme projet de jeu. Conte a critiqué un peu ses joueurs. Oui, surtout sur la dernière passe et la dernière option sur les reconversions. Je trouve qu'on peut aussi critiquer un peu Conte dans le scénario qui a été établi. Les Spurs ont démarré la rencontre un peu sur les talons. Ça leur coûte le premier but. Ils sont un peu trop bas. Deuxième grosse erreur individuelle. Quand dans des matchs pareils, vous commettez autant d'erreurs face à un adversaire en état de grâce, il ne faut pas gagner le match. Oui, effectivement. Alors Christian, première défaite, Tottenham reste quand même sur le podium, mais sur ce parcours de début de saison, on peut quand même dégager une certaine faiblesse, notamment sur les matchs en déplacement. À la maison, il faut gagner, mais en déplacement, il faut pouvoir aussi être performant, et pour le moment, c'est pas le cas. On le voit, cette colonne de droite, il y a trop peu de verts dans cette colonne de droite. Il y a juste une victoire à Nottingham Forest. Mais sinon, pour le reste, c'est 2 partages. Alors, c'est un bon partage contre Chelsea, c'est aussi un derby. Et puis il y a le derby aussi contre West Ham.
Mais il y a la défaite à Arsenal et il faut être beaucoup plus performant. 5 points sur 12 en déplacement. C'est pas assez pour pouvoir rester dans le top 4 cette saison parce que les autres vont pas perdre des plumes là-bas. Je voudrais juste dire, cette équipe a été construite en réaction à des problèmes qu'elle avait. Et donc, ils ont trouvé la solution aux problèmes qu'elle avait. Maintenant, il faut pouvoir faire le jeu. Il faut pouvoir prendre le jeu à son compte. Il faut pouvoir mettre de la pression, plus que 3-4 minutes par-ci, par-là sur l'adversaire et ne pas attendre nécessairement de repartir en reconversion rapide. C'est un autre job qui démarre maintenant pour Conte. C'est pas le plus facile. Ouais, il faut un entraîneur offensif, en fait. Ils ont un très bon entraîneur défensif. Il faut maintenant un entraîneur offensif pour le déplacement. Oui, parce qu'Antonio Conte a toujours évidemment ce crédit. Il a quand même qualifié Tottenham pour la Ligue des Champions il est absolument pas sur la dernière ligne droite, hein, donc on ne va pas le critiquer. Mais il fait un peu du Mourinho quand même à certains moments dans certains matchs. Et cette équipe de Tottenham ne peut pas, Christian, toujours compter sur Harry Kane parce qu'on sait que c'est un buteur, un attaquant formidable. Mais on a l'impression que tout repose un petit peu sur lui. Alors je vais pas contredire ce qu'on a dit en plateau, mais je vais quand même apporter une nuance. Depuis le début de la saison, on avait vu quand même qu'on a perdu un peu de cette force de reconversion, cette force de jeu rapide, puisque Son n'est absolument plus performant, Harry Kane et lui étaient tout le temps impliqués dans des ballons venant de très loin. Et maintenant, on se rend compte en fait que la majorité des buts, à part les 3 buts sur reconversion rapide, mais c'était contre Leicester dans le même match, on voit que la majorité des buts sont marqués sur du jeu dominant placé, avec des ballons qui viennent des flancs. Et là, aujourd'hui, Harry Kane, c'est ça sa force. Il parvient à s'adapter à un jeu rapide, mais aussi à s'adapter à un jeu beaucoup plus près du but. Et donc, on le voit, il a marqué 5 de ses 7 buts cette saison dans le petit rectangle. Et comment il les marque au niveau tactique? C'est 3 sur jeu dominant placé et 4 sur phase arrêtée. Donc, la compréhension du jeu, c'est de pouvoir s'adapter. Et c'est pour ça que c'est un joueur de talent exceptionnel. Mais il doit aussi apporter des buts sur les reconversions rapides. Il faut que Son aussi vienne s'imprégner de ce qu'il savait faire avant et dans lequel ils étaient performants. Et là, ça manque un peu dans cette alternative, dans les matchs importants. C'est pour ça en fait qu'il n'y a pas de victoire en déplacement notamment. Vous savez, quand on voit ces buts-là, c'est une équipe très propre et très jolie à regarder, hein, Tottenham. Parfois, il faut arriver à planter des buts de raccro, il faut arriver à jouer mal et marquer quand même. Avec eux, c'est toujours tellement bien dessiné, c'est tellement pur aussi dans l'élaboration qu'on s'est habitué à ça. Mais je veux dire, le foot, ça peut aussi être un bon kick and rush qui vous envoie un ballon derrière la ligne de but. Ou une phase arrêtée, on en a déjà parlé en long et en large ici. Donc, réagir maintenant pour eux. Et bien voilà pour cette rencontre Brighton face à Tottenham, ce sera samedi à 18h30. On passe au dimanche parce que là évidemment on a une affiche, c'est celle qui va opposer Arsenal à Liverpool. Coup d'envoi à 18h30, on en parle après ceci. Forget the north-south divide. When Liverpool and Arsenal collide, expect controversy, drama, Arshavin, and excitement. Van der Ven on the volley. Oh, that is brilliant! Crouch gets the hat-trick. Who will be the next star to make their mark? Martinelli! Diaz! A Premier League classic. It's Arsenal v Liverpool, live. Classique évidemment du football anglais de la Première Ligue. Arsenal, top of the league, leader avec 21 points, c'est-à-dire 7 victoires et une seule petite défaite, c'était à United, alors que Liverpool reste pour le moment dans le ventre mou du classement. 9e avec 10 points, certes avec un match de moins, mais c'est une situation quand même très inattendue pour les Reds. On va commencer avec cette équipe d'Arsenal, on en a déjà un petit peu parlé, superbe dans cette rencontre face à Tottenham et qui a confirmé aussi ce qu'on voit depuis le début de la saison, c'est-à-dire une équipe qui veut faire le jeu, qui veut être dominante, qui veut s'installer chez l'adversaire et faire la différence et le plus rapidement possible dans la rencontre. Oui, on l'a dit, répété ici, vous avez un attaquant de classe mondiale, ça change tout. Vous savez que vous pouvez souffrir en tant que joueur dans une rencontre, vous souffrez, mais vous savez qu'à la moindre possibilité, il y a quelqu'un devant qui va aller vous chercher un but de délivrance. Psychologiquement, c'est capital. Oui. Christian, on le dit depuis le début de la saison, effectivement. Mais est-ce que c'est suffisant pour tenir toute la saison? Parce qu'Arsenal domine, marque très souvent dans la première demi-heure de jeu, fait la différence. Mais est-ce qu'on peut continuer à jouer la tête, peut-être jouer évidemment le titre avec Manchester City sur ce modèle-là? J'étais surpris par le niveau de jeu de ce week-end d'Arsenal parce qu'ils ont continué dans un match important à
à garder leur valeur et la philosophie que l'entraîneur essaye de mettre depuis plusieurs années, c'est-à-dire ce jeu dominant. Et c'est vraiment extraordinaire. Maintenant, avec les chiffres qu'il y a, je ne pense pas qu'on peut se permettre d'être champion en ne marquant aucun but sur jeu direct ou d'augmenter les statistiques sur jeu dominant rapide. Ils ont des joueurs, ils ont un système formidable, ils ont tout qui fonctionne bien pour le moment. Mais je vais pas je vais pas lancer un mauvais sort ou quoi que ce soit, mais je pense réellement que dans cette configuration-là, ça peut pas durer. Alors maintenant, s'ils y ajoutent en plus l'alternative du jeu direct, alors on va avoir une équipe qui va jouer le titre, ça c'est sûr. On voit les buts notamment face à Tottenham avec 3 buts sur, on va dire, jeu placé, jeu dominant placé. Oui, une équipe sur les talons, on l'a dit, hein, Tottenham est sur les talons. Après, le jeu dominant, comment est-ce qu'ils vont faire? À un moment donné, quand ils vont être dans des rencontres où ils vont souffrir, il va falloir aller droit devant. On peut dire, c'est vrai que le modèle de Christian montre qu'il n'y a pas encore eu de but, on va dire, sur contre-attaque pour simplifier, mais c'est parce que ça n'a pas encore été nécessaire non plus. Voilà. Après, je pense qu'ils en ont la capacité. Ils ont Martinelli, ils ont Saka, ils ont des joueurs qui peuvent évidemment faire la différence. On verra. Christian, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je veux réagir à ce que vous dites. Ça a manqué contre Manchester United. Ils ont voulu jouer du jeu dominant. On l'a vu dans le début de la deuxième mi-temps. Ils ont été très performants, ils étaient très forts et tout le monde pensait qu'ils allaient marcher sur Manchester United. Et c'est eux qui ont pris des reconversions rapides et du jeu rapide. Donc à un certain moment, ils vont en avoir besoin. Alors c'est sûr que quand on mène 2-0 et qu'on peut continuer à faire du jeu dominant placé, il y a évidemment pas de problème. Mais dans les matchs compliqués, il faut pouvoir donner l'alternative. Et contre Manchester United, ça n'a pas été le cas. Alors depuis le début de saison, on a beaucoup parlé évidemment de Gabriel Jesus et des autres joueurs d'Arsenal qui brillent, mais il faut laisser une petite place à un Xhaka sans faire un mauvais jeu de mots, un véritable Xhaka en granit depuis le début de la saison. C'est 2 buts, 3 assists. En termes de chiffres, il est déjà supérieur à ce qu'il a fait sur les 3 dernières saisons. Je pense que son plus grand mérite, c'est d'encore être là. Oui. Déjà. Il a écrasé son ego. Il y a 3 ans, je crois que c'était juste avant qu'Arteta arrive, il avait jeté son maillot, son brassard, il était plus capitaine, sifflé par ses supporters. Et aujourd'hui, on ne va même pas parler de ses prestations sportives. Aujourd'hui, c'est le patron. C'est le patron du vestiaire, c'est le patron sur la pelouse. Incroyable retournement. Même s'il ne faisait pas de bons matchs, c'est déjà exceptionnel qu'il soit encore là, dans cet état-là. En plus, il est essentiel. On s'incline devant le tempérament d'un sportif de haut niveau. Hein. Vous savez, avant qu'il signe à Arsenal, ce qui avait surpris certains, je me souviens avoir eu une discussion avec un de nos abonnés, Julien, je le salue s'il nous regarde, qui s'était demandé qu'est-ce que Xhaka de Gladbach allait venir faire à Arsenal. À Gladbach, c'était le patron comme il est de retour finalement. Il a retrouvé son statut. Ouais, c'était plutôt sur son niveau technique et sur son caractère aussi. Hein. On ne va pas reparler de tous ces cartons et ces moments décisifs où il a été parfois un peu toxique pour Arsenal. Mais ça aussi, c'est dans l'ADN des Gunners. Hein. Ils ont tout gagné avec des joueurs qui recevaient des cartons rouges. Hein. C'était pas une équipe de tendres. Hein. Non, on parle des invincibles, mais c'était pas des tendres. Hein. Ça vous taclait à la rotule si c'était nécessaire. Les jeunes, pardonnez-nous, mais c'était comme ça pour ceux qui ont connu, entre autres, Vieira. C'était des joueurs qui s'invectivaient déjà avant la montée sur la pelouse. Hein. Ouais. Il faut ça pour gagner un match aussi. Effectivement. Et on est surpris, Christian, par justement cette capacité, cette efficacité offensive de Granit Xhaka. En observant dans le monde entier des joueurs de très haut niveau, on estime qu'ils doivent être efficaces. À ce poste-là, le poste de Xhaka, il faut être efficace entre 5 et 7 fois par saison. Et on va le voir sur l'infographie. Quand il est arrivé, il a été efficace 5 fois, donc 3 buts plus 2 assists. Et puis alors, il a vraiment performé de manière impressionnante pendant 2 saisons. Et puis après, il s'est éteint, exactement la période, comme vous expliquiez, avec des difficultés aussi psychologiques à devoir assurer un statut de super leader. Mais il a une force de caractère exceptionnelle. D'ailleurs, on le voit dans les documentaires sur Amazon avec All or Nothing, avec Arsenal. Il est vraiment le socle de cette équipe. C'est lui qui porte et qui fait venir les jeunes à un niveau beaucoup plus important. Et ici, il est de nouveau performant. Pourquoi ? Parce qu'aussi l'équipe est plus performante, parce que l'équipe souffre moins défensivement, parce que l'équipe se dépose beaucoup plus facilement dans le camp de l'adversaire. Donc il peut jouer plus haut, il peut apporter des assists. Et il peut même marquer 2 buts déjà cette saison. Donc le contexte général collectif fait en fait que lui s'exprime à nouveau et que c'est beaucoup mieux de le voir comme ça que de le voir jeter son brassard de capitaine quand il
quand il est dans les problèmes lors de matchs où il est exclu. Et ce n'est que bénéfique pour l'ensemble de l'équipe. Christian parle des jeunes, c'est une autre chose qui change aujourd'hui du côté d'Arsenal, et Arteta n'est certainement pas étranger à ça. Vous avez des jeunes joueurs de 21 ans, Martinelli, Saka, Saliba, ils sont en contrat jusqu'en 2024, ils ont démarré, ils essayent d'ouvrir leur contrat aujourd'hui pour les prolonger, pour vraiment construire sur du très long terme. Ça aussi, hein, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant, et quand vous avez des Xhaka autour pour cimenter, et d'autres qui viendront très certainement aussi, Ødegaard, c'est pas un vieux briscard encore, hein. Non, effectivement, c'est tous des jeunes joueurs. Je crois qu'il y a Southampton qui est plus ou moins même à la même hauteur, mais c'est la plus jeune équipe de toute la Première Ligue, donc il y a vraiment un avenir et quelque chose qui va continuer à être construit du côté d'Arsenal, qui va donc tenter d'enchaîner après la victoire face à Tottenham un autre gros match à domicile face à une équipe de Liverpool. Faut-il s'inquiéter pour les Reds? Parce que là, ils sont quand même bloqués en milieu de classement et on a l'impression qu'après une saison fantastique, après plusieurs saisons fantastiques, on rappelle quand même 3 finales. La saison dernière, victoire en Cup, victoire en Coupe de la Ligue, défaite en Ligue des Champions, deuxième jusqu'à la dernière minute, la lutte pour le titre. Voilà, apparemment, c'est une saison qui... À un moment donné, champion lors de la dernière journée, quelques minutes. Mais, bon, bien sûr. Mais oui, les 3-4 dernières saisons sont jouées à un niveau exceptionnel. Est-ce qu'il y a une usure? Je ne sais pas, mais attention. Est-ce que c'est un passage à vide ou est-ce qu'on peut déjà envisager, sans porter malheur à cette équipe, une espèce de fin de cycle? C'est pas un passage à vide. À mes yeux, c'est quelque chose qui était prévu. Quand vous perdez Sadio Mané, qui est le déclencheur de ce contre-pressing que Liverpool n'est que ça depuis que Jürgen Klopp est là. Je pense qu'on ne s'est pas rendu compte, Jürgen Klopp peut-être le premier, s'est pas rendu compte de l'importance de son Sadio Mané. Et perdre Sadio Mané, c'est influencer... Oui, mais il n'est pas remplacé par personne non plus, non, Sadio Mané. Ils ont bien préparé le remplacement. Il faudra le temps que ça prendra, avant. mais... Attention pour Liverpool. Arsenal, et dans la foulée, c'est Manchester City. Ouais, là, c'est une semaine décisive. Semaine décisive, parce que là, s'ils ne font pas quelque chose, ils sont vraiment largués. Mais trop de joueurs qui ne sont pas à leur top, c'est bizarre. Ouais. Il y a vraiment quelque chose d'inquiétant, Christian, c'est que cette équipe encaisse quasiment à chaque fois le premier but de la rencontre, donc il faut à chaque fois courir derrière le score. Chaque semaine, quand on prépare l'émission ensemble, Serge, on se dit, c'est pas vrai, ils ont encore encaissé en premier. Chaque dimanche, on se dit, mais c'est pas possible, ils encaissent de nouveau en premier. Sur les 11 derniers matchs, donc si on prend les derniers matchs de la saison passée et les matchs de cette saison-ci, sur les 11 derniers matchs, ils ont encaissé 9 fois en premier. Vous voyez les intitulés à droite avec les minutes où ils encaissent les premiers, que ce soit à la 38e, à la 13e, à la 16e ou à la 4e, ils sont toujours les premiers à encaisser. Et donc, il faut toujours courir derrière le résultat. Alors, la bonne nouvelle, et ça c'était pour un peu aussi confirmer ce que disait Julien tout à l'heure, avec Brighton qui en avait marqué 2, même avec Liverpool qui encaisse en premier, c'est pas sûr qu'ils vont perdre, puisque sur les 11 matchs, enfin sur les 9 matchs où ils ont encaissé les premiers, ils n'ont perdu qu'une seule fois. C'était en début de saison ici, donc ils parviennent quand même malgré tout à répondre. Alors c'est beaucoup plus facile quand on peut marquer les premiers, mais là c'est vraiment une très très mauvaise habitude, et c'est pour ça probablement qu'ils sont aussi dans le milieu du classement. Bon, on le voit, ils ont cette capacité à réagir à chaque fois. On dit aussi que Van Dijk est en difficulté. Alexander-Arnold fait un début de saison très compliqué. Mais défensivement. Mais ils n'ont toujours encaissé que 9 buts. Oui. Donc il y a des critiques, mais tout n'est pas négatif. Comme Christian le dit, rayon positif, il n'y a qu'une seule défaite. Bon, c'est 4 partages, ça vous coûte très cher. Et positif aussi, ils ont toujours 8 buteurs différents là, à ce moment-ci de la saison. Donc ça peut encore venir de partout. Il y a des choses qui sont très positives. Il va falloir maintenant, à un moment donné, enchaîner les victoires. Parce que 4 partages, on l'a déjà dit et souligné ici aussi dans cette émission, ça vous... Par rapport à un maintien, par rapport à un titre, ça vous met hors combat. Ouais, là, ils sont quand même à 11 points d'Arsenal. Pour le moment. Des blessés et des joueurs qui sont censés les remplacer, qui ne sont pas au niveau. Tsimikas n'a pas le niveau de Robertson et je pense ne l'aura jamais, n'a à mes yeux pas le niveau Liverpool pour être vice-champion comme ils le sont depuis... Alcantara revient. Oui, Thiago, effectivement, il y a eu beaucoup de blessés, donc c'est un début de saison très compliqué pour Jürgen Klopp. Et on ne peut plus vraiment parler, vous l'avez dit, Sadio Mané est parti, mais on ne peut plus vraiment parler des 4 fantastiques. Non, même si Firmino reste merveilleux. Mais c'est le joueur qu'on n'attendait plus, Firmino. Non, on ne l'attendait plus, mais il est toujours là. Et... 5 buts, 3 assists pour Firmino, meilleur buteur et joueur le plus efficace de l'équipe.
Par contre, la grande déception, c'est Salah, Ouais. de ce début de compétition, parce que ses stats restent évidemment exceptionnels par rapport à son parcours du côté des Reds. Mais là, on attend quelque chose. Je pense que les supporters commencent à s'impatienter. Oui, et là, c'est évidemment confirmé par les chiffres. Mohamed Salah connaît un début de saison très compliqué, Christian. Oui, parce que à cette période-ci, normalement, il était déjà beaucoup plus performant. Hein. Sur les 4 dernières saisons, il avait marqué déjà 4 buts, 7 buts, 6 buts. Maintenant, il est à 2 buts. C'est un moment, il faut quand même qu'il y ait un moment où tout tend vers le chaos. Donc, il faut qu'à certains moments, il devienne moins performant parce que le rythme des autres saisons, il ne sait pas le tenir, mais il doit être remplacé par les autres. Et ça, c'est normalement, c'était le rôle de Jota, c'était le rôle de Diaz, c'est le rôle de Nunes, c'est le rôle de Firmino. Donc, il faut pouvoir chaque fois avoir une alternative parce qu'il ne sait pas toujours porter le poids offensif de ses débuts de saison sur les épaules. Et voilà, bon, ça reste de toute façon un joueur très important, hein, parce qu'avec 4 assists, et puis il a encore marqué sur penalty en Coupe d'Europe hier ou avant-hier. Voilà, donc il faut lui laisser un peu le temps, peut-être qu'il a besoin de souffler, et puis il va peut-être être performant un peu plus tard, comme Harry Kane l'était dans la deuxième partie de saison l'année passée. Oui, et puis Darwin Nunez, évidemment, a quelques difficultés d'adaptation, mais c'est presque normal, et ça souligne encore le côté exceptionnel d'Erling Haaland. Parce que là, il y a vraiment une différence. Ces deux joueurs qui ont été transférés pour la même somme, plus ou moins, mais il y a quand même une grande différence. La différence, il n'y a pas un De Bruyne dans le dos pour le moment de Mo Salah. Peut-être que c'est ça aussi qui joue. Et puis avec Haaland, on est dans le hors-norme. Oui, tout à fait. Dans l'histoire du football, on est quasiment dans le hors-norme. Voilà pour cette rencontre dimanche à 18h30. C'est évidemment l'affiche de ce week-end de Première Ligue dont on va découvrir le programme maintenant. Goals of the Day, il n'y a pas de match à 13h30. C'est un peu inhabituel, mais bon. Par contre, il y en a 20h un dimanche et ils ne nous ont pas habitués à ça, les Anglais. Le Goals of the Day, alors le fil rouge pour le moment, c'est City-Southampton. Mais si le score est vite réglé de ce côté-là, on pourrait très bien aller du côté de Chelsea-Wolverhampton le dimanche. Julien. West Ham-Fulham à partir de dimanche 15h. Et en parallèle, vous avez Palace-Leeds. Arsenal-Liverpool, l'affiche, Everton-Manchester United. Il y a quelques saisons, on voyait monter Wayne Rooney dans ce match-là. Vous imaginez un peu. C'est vrai qu'il a porté le maillot des deux équipes. Et puis lundi, Nottingham Forest, la nouvelle lanterne rouge. Attention, là, ça pourrait aussi bouger parce que le président, le propriétaire, est assez nerveux pour le moment et pourrait vite faire le ménage. En tout cas, s'il n'y a pas de résultats qui suivent, ce sera face à Aston Villa. Voilà pour le programme. On rappelle aussi que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, les médias sociaux. On n'oublie pas non plus, Julien, parce que vous êtes là, on rappelle que c'est votre première aujourd'hui, My Premier League, c'est une fois par mois avec Christian Cabasele. Christian Cabasele, très chouette entretien. Je n'en attendais pas moins de vous. de sa part, évidemment. Non, mais là, on a le côté inside, évidemment, parce que Christian Cabasele, même s'il est en Championship, et d'ailleurs, maintenant, il peut presque encore plus parler de la Première Ligue, puisqu'il n'est plus... Et glisser quelques tacles dont il a le secret. Effectivement, comme défenseur central, évidemment, ça doit être des tacles efficaces. Merci, Julien. Merci à vous. Vous reviendrez. Oui, un peu stressé tout au long de la partie, mais c'est normal, une première. Mais non, Bruno. Tout cool, tout va bien. Tout cool, tout va bien. Et puis Christian, qu'on retrouve évidemment la semaine prochaine. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode de PL Club. Passez un bon week-end de Première Ligue sur Vous Sport et à très bientôt. Bye bye. Finishes in style. Sensational. Oh, incredible. Oh, that's special. A moment of quality, a standout moment in the game.